Hello, 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 bonjour à toutes et à toutes. Je vois que vous êtes en train d'arriver tranquillement. On a déjà Guillaume dans la place avec nous qui est prêt à faire l'interview. Guillaume, en général, avant qu'Alice arrive, il y a toujours un petit moment où j'accueille les personnes qui arrivent, où je leur souhaite la bienvenue. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte, depuis qu'on fait des événements sur Opine, qu'il y a toujours un temps de latence, tu sais, de 7 minutes à peu près entre le moment où les personnes recherchent leur identifiant, se souviennent qu'elles sont en live, etc. Donc, on les installe tranquillement. Je vois qu'on a déjà Anka dans la place qui nous dit salut Mélanie et Guillaume. Anka, c'est une Goldie, donc elle a participé au dernier bootcamp de Gold Up qu'on a organisé en décembre, donc c'est tout frais, mais elle a un super projet dans le juridique. C'est une juriste, elle a envie de dépoussiérer un peu le milieu. Quelle Je bonne idée. Comment? Quelle bonne idée. Yes, je pense qu'on va avoir pas mal de personnes qui vont venir chercher l'inspiration. Nous, on a présenté un peu cette interview qu'Alice va faire tout à l'heure comme comment se lancer en fait, comment être pris au sérieux quand on arrive sur un marché comme ça, avec son expérience, avec sa vision, avec ce qu'on veut mettre en place, comment dépoussiérer le game en fait et arriver tout simplement. Alice, ça fait un petit moment qu'elle me parle de cette interview et qu'elle me dit ça va être trop cool d'organiser tout ça. Moi, j'ai hâte parce que du coup, on en parlait la dernière fois. Enfin, j'ai vu ton profil, j'ai vu ton parcours, ce que tu as fait avant et ce que tu fais aujourd'hui avec Corner. Qui est une start-up qui dépoussière. J'aime bien ce mot, je pense qu'on va beaucoup l'utiliser aujourd'hui. La construction zéro carbone. C'est super intéressant. Bah, comme tu le sais, moi, ça me parle puisque j'étais dans l'économie circulaire avant de rejoindre Gold Up. Donc voilà, je voulais juste mettre, voilà, pour toutes celles qui sont en train d'arriver, une petite présentation. Moi, je mets l'ambiance. Et puis, une fois que l'ambiance sera au maximum, je vous laisse la scène avec Alice qui va arriver. Alors, attends. J'ai peut-être fait un truc. Oups. Qu'il fallait pas. Alors, il y a un truc génial avec Opin, c'est que ça change de configuration tous les jours. Voilà, et tac, et là, normalement, on a la bonne configuration. Ok. Les filles, quand vous arrivez, attendez d'ailleurs, je vais vous le mettre dans le chat. N'hésitez pas à vous présenter quand vous arrivez. Je pense que ça donnera une idée à Guillaume de qui vous êtes, ce que vous faites, un peu un échantillon. Yes. Un événement qu'on a ouvert à tous, donc il y aura autant des personnes de la communauté Gold Up que des personnes qui viennent un peu voir ce qui se passe, comment on anime un peu tout ça, comment on anime la communauté. Moi, je voulais juste du coup profiter de ce moment où on est tous là. Bonjour Aminata qui vient d'entrer. J'adore ce produit. C'est comme une petite maison où tu vois un peu les personnes qui arrivent et qui passent. Je pense que ça va continuer à arriver, comme je te le disais, jusqu'à 8h10 à peu près, le temps que tout le monde s'installe. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas encore commencé. Voilà, je testais juste les différentes fonctionnalités avec Guillaume, vérifier que sa connexion fonctionnait, etc. Et puis là, je voulais juste prendre un petit moment pendant que tout le monde arrive pour vous souhaiter la bienvenue. Te remercier encore une fois, Guillaume, d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui pour cette interview qu'on fait en live, voilà, sur la pause déjeuner, pour passer un moment tous ensemble. C'est un peu compliqué en ce moment de pouvoir échanger, de pouvoir rencontrer du monde. Donc, on s'est dit qu'on allait, nous, faire des événements en ligne où on allait vous permettre de pouvoir discuter, échanger. Aujourd'hui, on reçoit Guillaume qui est le fondateur de Corner, qui a eu plein d'expériences, plein de startups avant. Alice me racontait un peu que tu as créé un des prédécesseurs de l'écran tactile ou quelque chose du genre, et j'ai hâte vraiment d'avoir toute l'histoire. Moi, je vous fais juste voilà une petite présentation, le temps que tout le monde arrive, le temps que vous vous installiez. Ensuite, on va avoir
une interview de Guillaume et puis un chat. Et vraiment, là, je le dis à tout le monde, n'hésitez pas à poser vos questions. On les regardera pendant l'interview, mais vraiment, si vous avez de la curiosité, si vous voulez savoir des choses, n'hésitez pas. Il y a Sigrid, Guillaume, qui se présente et qui indique qu'elle est artiste plasticienne et qu'elle démarre des box artistiques. Sigrid, je pense qu'elle va adorer cette interview parce qu'elle a des multiples compétences. Elle fait un peu de code à but artistique, donc elle va créer des avatars, tu vois, ce genre de choses. Et à côté, elle a aussi les mains dans le cambouis, elle est artiste plasticienne. Je pense qu'on a plein de profils ici qui ont plein de compétences, plein de curiosités, tu vois, comme ça, et qui poussent un peu le truc. Donc, je pense que ça va être super intéressant de pouvoir échanger. Et puis nous, pour finir, on finira par un chat roulette. Je sais pas si tu as déjà testé, Guillaume, le chat roulette. Oui, j'ai essayé la version Open et puis la version maison de The Family. Donc, je suis familier. Yes, le chat roulette, donc qui est la fonctionnalité qui va vous permettre pour tous ceux qui seront connectés eh bien discuter en face à face aléatoirement avec une des personnes qui sera sur la plateforme. Moi, je reste toujours pendant le chat roulette. Voilà, Guillaume, tu es le bienvenu si tu veux rester avec nous après pour le chat roulette. Et puis Sigrid, elle me dit qu'elle n'a pas la prétention à faire du code. Moi, j'ai déjà vu comment on faisait des vidéos où elle avait son avatar à côté d'elle. Moi, je sais pas faire ça. Hein. Je sais pas si Guillaume, tu sais le faire ou pas. Moi, ouais. Moi, j'ai un profil à la base un peu comme Sigrid. Moi, je suis arrivé à l'entrepreneuriat en bidouillant, en faisant de la musique et de la vidéo et en bidouillant avec des logiciels un peu geeks. Et je me considère pas comme un codeur ou un développeur, mais en revanche, effectivement, bidouiller des outils, j'ai appris un peu des rudiments de code justement pour pouvoir faire de la vidéo et en live et faire du son. Et c'est un peu ça qui m'a amené à la technologie et ça qui m'a amené à l'entrepreneuriat en fait. On en reparlera. Donc je pense que j'ai un profil un peu similaire à Sigrid à la base. Exactement. Alors, elle me dit qu'elle sait bien se faire accompagner aussi. Moi, je vais écouter attentivement cette interview, Guillaume, parce que j'ai été, je vais juste très brièvement raconter ma vie. Enfin, j'ai été avocate, je me suis intéressée au milieu startup, j'ai créé ma startup dans l'économie circulaire et aujourd'hui, je suis à la tête de GoldUp et je commence à écouter comme ça un peu toutes mes curiosités. Je sais pas s'il y a un moment où, c'est quand on fait le premier pas et qu'on découvre tout ce qu'il y a derrière, toutes les choses qu'on peut faire, qu'on peut tester, qu'on peut encore apprendre, on commence à écouter comme ça ces petites curiosités, ces petites choses et j'ai hâte de voir toi un peu ce qui t'a guidé pendant tout ton parcours. Donc je vais vraiment ouvrir les oreilles. Je vais avoir mon petit carnet de notes avec moi. Donc voilà, je vois que ça va continuer à arriver. Et puis moi, je serai aussi en backstage s'il y a le moindre souci. Je serai là pour peut-être Instagrammer un peu quelques prises de son pendant l'interview. Cette interview sera retranscrite aussi sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, je pense que pas mal de personnes pourront y avoir accès. Bonjour Iman qui arrive et qui vient tout juste de se connecter. Je te souhaite la bienvenue. Je termine très rapidement. Moi, je voulais juste dire un petit mot sur GoldUp parce que je pense que tu connais bien maintenant The Family. Là, c'est une communauté et un bootcamp de l'éducation, comme The Family fait. Qui sont dédiés aux femmes. Voilà une communauté. Je vois qu'il y a Eva qui vient tout juste de rentrer. Eva a également fait partie du bootcamp. Moi, je voulais juste redonner un peu les bases avant qu'on commence, parce que c'est toujours important de le rappeler. Pourquoi on a créé GoldUp? On a créé GoldUp parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait une structure aux entrepreneuses pour qu'elles puissent passer à l'action en étant entourées. Je pense que ça doit te parler, mais quand on entreprend, on se sent souvent seul. On parle de la solitude de l'entrepreneur. Tu sais, c'est cette personne qui va aller dire à ses proches, OK, je me lance sur telle chose où j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de faire ça. Je sais pas si toi, dans ton environnement, tu avais des personnes entrepreneurs. Non, du tout. On en parlera, mais justement, Ouais.
Eh ben, ça va être hyper intéressant. Salut Carole qui vient d'arriver également. Mais donc voilà, on s'est dit que c'était bien d'avoir un endroit où on pouvait réunir toutes ces personnes qui avaient peut-être les mêmes envies, les mêmes curiosités, la même énergie, parce que c'est une énergie hein, d'entreprendre, et puis de créer une communauté et de les mettre tout ensemble pour qu'elles puissent se motiver ensemble. Gold Up, c'est aussi une structure où on accompagne des personnes, donc avec tout l'écosystème The Family, où on fait venir Alice, Oussama, Maxime Blondel, enfin autant de noms qu'on peut connaître quand on a un peu traîné soit sur la chaîne YouTube de The Family ou à The Family, et toutes ces personnes qui sont des entrepreneurs qui viennent pour vous aider concrètement bah, voilà, à mettre les mains dans le cambouis, avoir un plan d'action pour avancer étape par étape. On vous accompagne pour créer vos boîtes. On vous fait découvrir tous les outils utiles, pratiques qui vont vous aider à créer vos boîtes. Et puis surtout, bah, c'est une communauté qui est super active. Je parle souvent des outils parce que Guillaume, et je ne sais pas si tu aborderas tout ça également, mais trop souvent, moi, enfin, j'entends encore des personnes qui veulent se lancer et qui ne savent pas par où commencer et qui vont faire parfois ce qu'on peut appeler les erreurs classiques de l'entrepreneuriat. Et quand je dis erreur classique, bah, c'est dépenser 30 000 euros pour développer une plateforme sans avoir testé son marché. Oui. Ou voilà sans avoir déjà testé le produit, et donc après on se retrouve avec une plateforme à 30 000 euros qu'on ne peut plus modifier, qui n'attire pas de clients, etc. Bon là je prends l'exemple extrême, hein, mais voilà. Et donc on s'est dit ok, bon, on va créer cette communauté, on va leur donner tous les outils, les petits hacks, la piraterie The Family, et puis on va avancer et y aller ensemble. Donc je sais pas si toi tu vas distiller comme ça, hey, des petits conseils. Tout au long de l'interview, mais tu vois, il y a des petites choses qui sont utiles à rappeler quand on parle à des personnes qui sont encore dans ce mouvement où elles sont en train de se lancer, en train de faire des choses. Voilà, bah, les valeurs. Alors tu vois bien, zéro man bashing. Voilà, on n'a pas le temps pour ça. Nous, on kiffe recevoir des entrepreneurs, des entrepreneuses, et vous êtes les bienvenus. Si un jour tu veux passer au bootcamp, voir un peu l'ambiance avec les 50 personnes qu'on forme, t'es le bienvenu. On se dit, on est honnête avec ça, qu'on part de loin, mais je pense que ça vaut pour tout le monde, tu vois, et pas seulement pour notre communauté. Quand on veut entreprendre et qu'on n'a pas ce milieu, comme tu le disais, ben on part de loin, et puis ensuite on y va ensemble. Il y a le Pay It Forward, bien évidemment, très cher à The Family. On passe à l'action. Je pense que tu dois retrouver un peu du wording d'Alice, hein, voilà, hein, t'as sauté, maintenant faut s'énerver. On y va, mais on ne se raconte jamais d'histoire, tout en gardant en tête que le plus important, c'est de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Et je pense que ton nouveau projet, c'est vraiment quelque chose qui te parle, avec des valeurs qui t'animent, et on sent que tu es en train de comment dire, de bousculer le game, parce que mais il y avait des choses à faire en fait. C'est hyper intéressant, c'est encore très compliqué. Enfin, tu vois, moi avant j'étais dans le droit public, le droit de l'environnement, etc. Je sais à quel point il y a des normes, je sais à quel point ça avance pas, je sais à quel point c'est compliqué, et de voir des boîtes comme ça qui se créent et qui dépoussièrent un peu tout ça, ça fait super plaisir. Enfin, je suis vraiment trop contente, et je pense que je l'ai dit plein de fois, mais de te recevoir aujourd'hui. Et puis voilà, Gold Up, c'est aussi un bootcamp. Sur le papier, je sais pas si tu savais un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, je voulais juste faire un petit rappel. C'est 50 femmes au minimum qu'on prend pendant 5 demi-journées de live, avec aussi des moments où on leur met à disposition une plateforme et des vidéos, etc., qu'elles peuvent regarder pour entreprendre. Mais nous, on les voit en live pendant 5 sessions où on les prend, on leur donne des OH, des Office Hours, avec des entrepreneurs pour qu'elles puissent échanger, où on leur met des lives où elles peuvent poser toutes leurs questions, etc. C'est un programme sur mesure qu'on affine en fonction des profils qu'on va avoir sur la participation. Et aujourd'hui, dans la communauté, c'est plus de 400 entrepreneurs, et ça, on en est super fiers. Donc voilà, je te souhaite la bienvenue dans ce super programme. On a Alice qui va se connecter et qui est prête à faire... Et voilà, on est prêt à partir. Bonjour Fabienne, bonjour Alice, je souhaite la bienvenue à toutes celles qui viennent d'arriver. Je laisse Alice se connecter tranquillement. Est-ce que tu es prêt? Bien sûr que je suis prêt. À nous balancer du boost, de l'inspiration. Une entrée fracassante d'Alice. Je me vais plus loin. All right.
Ok. Eh ben, normalement, on est bon, on est prêt. Salut Alice, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu es au taquet. Moi, j'ai hâte d'entendre cette interview. J'ai hâte d'être voilà, inspirée par tout ça et par ton histoire. Et puis, je reviendrai après. Encore une fois, les filles, n'hésitez pas à bombarder de questions, on kiffe, voire de l'ambiance dans les. Voilà, je vous laisse. À tout à l'heure. Comment ça va? Eh ben, toujours quand je te vois. Toujours bien quand je te vois. Bon, Ouais, super. Guillaume. Alors, à la base, les filles, juste pour que vous sachiez, Guillaume m'appelle et me dit, Alice, j'ai besoin vraiment qu'il y ait plus de femmes dans mon équipe. Comment je fais? Je veux qu'il y ait des femmes, c'est hyper important pour moi. Et c'est pas le premier à me poser cette question. Il y en a plein qui sont à la recherche vraiment de nouveaux talents et si possible féminins, quoi. Et je lui dis, écoute, évidemment, il ne suffit pas simplement d'écrire une super description de ce que tu cherches et de dire que tu adores et que tu aimes les femmes et que tu adorerais effectivement en avoir dans ton équipe. Mais il faut vraiment aller là où sont les femmes et il faut présenter ta boîte et il faut partager ton parcours. Et tiens, alors Gold Up, ce sont des entrepreneuses, donc ce ne sont pas directement des femmes qui vont pouvoir rejoindre ton équipe. En revanche, potentiellement, ce sont des femmes qui connaissent d'autres femmes qui vont parler de ta boîte et qui vont devenir presque des ambassadrices, se faire l'écho de ta mission. Et pourquoi pas, ça pourrait atteindre des milieux qui t'intéresseraient et pourquoi pas à l'oreille des futurs talents qui pourraient rejoindre ton équipe. Donc voilà pour le démarrage de cette idée d'interview avec Guillaume à Gold Up. Et alors aussi, on s'est dit un point commun, sans que ce soit absolument, enfin, c'est vraiment assez évident, pas tiré par les cheveux, c'est que chez Gold Up, en fait, on désamorce le passage à l'action et le fait d'être entrepreneuse, souvent en disant que dans l'entrepreneuriat, on demande assez peu d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait, quel diplôme tu as, et c'est une voie qui est assez ouverte. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de femmes. Et ce qui explique que c'est une voie assez ouverte, c'est que souvent, c'est quelqu'un qui ne se retrouve pas dans les schémas classiques, qui du coup va créer son propre schéma. Et toi, Guillaume, tu as ça également. Tu es ce qu'on a envie d'appeler un outsider, dans le sens où c'est très difficile de te mettre dans une case, d'essayer de te définir. Et parce que, bon, on va voir avec ton parcours, il y a vraiment touché à tout. Et alors, avant qu'on commence à parler de ton parcours, Guillaume, qu'est-ce que Corner, ta boîte, que tu as démarrée il n'y a pas si longtemps que ça? Est-ce que tu peux nous faire le pitch, l'exercice du 30-second pitch? On a créé Corner pour casser le plafond de verre, briser le plafond de verre pour décarboner, qui empêche de décarboner beaucoup plus rapidement que le métier de la construction, qui est de très loin le métier avec le transport le plus polluant et le plus gourmand en carbone. Et donc c'est celui sur lequel un des plus gros leviers pour décarboner notre économie, c'est la construction, et dans un domaine qui est marqué par une inertie terrible. Donc on a créé Carbone pour donner un coup de pied là-dedans. Et on a créé Corner pour donner un coup de pied là-dedans. Et Corner, c'est tout simplement la méthode la plus simple, la plus rapide pour construire des bâtiments bas carbone. Alors bas carbone, ça veut dire quoi? Ça veut dire essentiellement utiliser du bois à partir de bois et de bâtiments et de matériaux biosourcés. Donc plus de bâtiments, pas de béton, pas de produits issus de la laine minérale ou avec des transformations complexes, de l'extraction complexe, donc que des matériaux qui sont disponibles localement et qui sont des puits à carbone. C'est surtout une méthode une grosse partie de la pollution et des nuisances de la construction est liée au chantier, qui est un espèce de chemin de croix improbable. C'est dégueulasse, on consomme beaucoup d'eau, beaucoup de pétrole, beaucoup de carburant, on fait un bruit pas possible, on dégueulasse tout. Et donc, il n'y a plus de chantier avec Corner. En fait, tous les éléments qui construisent le bâtiment sont on a pensé ça comme du hardware, ça c'est ma contribution. On reparlera de mon parcours. Mais chaque élément, on construit, c'est un jeu de construction grandeur nature, on emboîte des éléments qui sont intégralement préfabriqués en atelier, des murs, des planchers, des plafonds, et qui vont s'emboîter comme du Lego, et tout est déjà dedans, il y a déjà l'isolation, l'étanchéité, la finition, l'électricité, la plomberie, tout est déjà préintégré de manière très fine, et donc il n'y a plus de chantier puisqu'on n'a plus qu'à emboîter, c'est un travail
de charpente acrobatique. On arrive avec des modules sur camion et on n'a plus qu'à les emboîter. Et par exemple, une maison, on va mettre entre 2 et 5 jours pour la fabriquer au lieu de 8 mois avec des techniques traditionnelles. Aujourd'hui, Guillaume, t'en es où? C'est-à-dire dans la progression de cette boîte? Ben on est en train de fabriquer là maintenant, là, au moment où je te parle, on est en train de fabriquer nos premiers modules et on livre nos premières constructions sortes de terre là dans les mois qui viennent. On a plusieurs projets pour différents clients, essentiellement à Bordeaux puisque c'est là où on a démarré la boîte. Même si aujourd'hui on est déjà une entreprise distribuée entre Bordeaux, la Savoie et Montréal. Donc on est en train de sortir les premiers de terre. On a mis en place, on a créé une plateforme et un outil un peu magique. Peut-être si on a le temps, je montrerai 2 minutes comment ça marche. Un outil un peu magique qui permet de dessiner dans son navigateur un bâtiment et de générer en temps réel toutes les pièces permettant de le fabriquer. Et ce qui va partir directement chez les constructeurs qui derrière vont découper les morceaux de bois, les assembler et voilà. Donc on a déjà le produit qui est quasiment prêt, qui est en phase, on va dire en phase MVP. Et qui est déjà testé avec des projets clients concrets. Et l'objectif pour 2021, donc aujourd'hui on est une équipe, on est à peu près 8 personnes, on est très très pluridisciplinaire puisque dans mon équipe il y a mon associé qui est architecte, il y a 2 archis, il y a des ingénieurs structure, des ingénieurs bois, il y a évidemment des développeurs puisqu'il y a une grosse partie numérique. Donc on est déjà une équipe très très pluridisciplinaire et notre but là dans l'année, ça va être outre de sortir ces premiers bâtiments, on va sortir les 2000 premiers mètres carrés de bâtiments dans les mois qui viennent et c'est derrière de monter en puissance avec une supply chain, c'est-à-dire un écosystème industriel distribué avec des tas de petits partenaires locaux, des charpentiers industriels localisés, puisque c'est un des éléments importants de l'économie bas carbone, c'est de travailler de manière distribuée, de plus avoir des produits qui traversent, surtout dans la construction, qui vont traverser l'Europe, l'Atlantique pour être livrés à des milliers de kilomètres du lieu de fabrication. Et donc là, Guillaume, oui. on a déjà les Golden. Ouais. Produit minimum viable, c'est-à-dire le produit minimum à partir duquel un client peut commencer. Ouais. Alors, on reprend les questions une. Alors, notre cible. Pour l'instant, on fait du B2B pur. Pourquoi? Parce que, en fait, si on prend des projets de maisons individuelles, on va se retrouver avec des gens, avec des petits projets segmentés un peu partout et on aura du mal à mettre en place un modèle économique qui tourne. Donc, on commence avec des B2B, c'est-à-dire nos clients, ce sont des bailleurs, des promoteurs, des entreprises générales et on vise essentiellement des projets immobiliers de 50 à 100 logements. Ça, c'est notre cœur de cible actuel. On va aller vers le consumer d'ici mi-2022. Ça, c'est notre target. Mais toujours avec du B2B2C, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre en place des outils qui vont permettre derrière à des constructeurs locaux de réaliser des projets de particuliers. Voilà. Donc ça, c'est notre objectif à terme, c'est qu'effectivement, si vous avez un projet, un bout de foncier quelque part, vous puissiez construire la maison de vos rêves avec le système Corner. Mais dans un premier temps, notre cœur de cible, c'est clairement il y a un besoin énorme de construction de logements un peu partout en France dans les typologies dont je vous parlais, 50-100 logements. Donc, c'est notre cœur de cible actuel. Et même si déjà aujourd'hui, on a déjà dans notre pipe des projets qui sont des bâtiments de R+5, des bâtiments publics, des choses comme ça. Mais vraiment, notre cœur de cible, c'est de faire du résidentiel avec des pros et à terme une offre pour les particuliers. Donc le MVP, c'est quoi? C'est le MVP, c'est tout simplement aujourd'hui on a un outil qui tourne, qui nous permet de dessiner un projet quasiment complet à 90%, on le dessine dans le navigateur et de générer déjà de générer directement toutes les pièces qui permettent à l'entreprise qui est en face de l'autre côté de le chiffrer, de le réaliser. Voilà, donc ça c'est pour le MVP. On fait nos premiers projets clients sont réalisés avec le cycle complet de conception jusqu'à la livraison avec notre outil. Alors ça reste un MVP dans le sens un produit minimum viable dans le sens où si vous allez sur le site Corner aujourd'hui vous allez rien voir, vous allez voir une vidéo d'1 minute 30. Vous pouvez pas vous inscrire et commencer à utiliser l'outil. Ça encore une fois, ça c'est quelque chose qui sera possible fin 2021 pour les architectes professionnels et à partir de 2022 pour tout un chacun. Voilà. Et alors justement, on a des questions d'Iman sur la durabilité par rapport à un bâtiment classique et sur le prix du mètre carré de Sigrid. Si tu veux y répondre, et moi j'ai encore plein de questions sur l'innovation qui est derrière. Quand on parle de construction bois, version Corner, en France, où on a une culture de constructif qui est très très minérale historiquement,
Quand on pense maison en bois, on pense tout de suite la petite maison dans la prairie, Charles Ingalls, des granges à peine isolées. C'est pas du tout. Là, on est vraiment sur du bâti avec des techniques constructives qu'on utilise aujourd'hui pour faire des tours de 50 hauteurs, hein, de 50 étages, d'accord. Donc on est vraiment sur on est vraiment sur des systèmes constructifs qui sont extrêmement durables, extrêmement pérennes, extrêmement solides, extrêmement bien isolés, qui cochent toutes les cases en fait de la construction durable, hein, dans le sens aussi bien en termes thermiques que en termes de sismique, enfin tous les paramètres constructifs. On est vraiment, je dirais, au top de ce qui se fait aujourd'hui en termes de qualité de bâti. Et donc, si on a isolation sonore, c'est un sujet important également. Donc, on a des complexes acoustiques qui sont étudiés pour pas qu'il y ait de ponts phoniques. Donc, tout ça, en fait, on travaille. Mon cofondateur Ludovic Lachavanne fabrique des bâtiments en bois depuis 18 ans, tout type de bâtiment. Ça va de la maison individuelle jusqu'au bureau de 4000 m², même des monuments religieux. Enfin, il a vraiment fait même des mosquées. Il a vraiment fait de tout ce qui peut être construit en bois. Et donc, on est très familier avec toute mon équipe, et vraiment une équipe spécialisée dessus, sur toutes ces problématiques de isolation phonique, confort thermique d'été. C'est un des problèmes en bois, c'est comment on assure un confort d'été, que ça surchauffe pas en été. Donc, sur tous ces sujets-là, on répond, je dirais, à toutes ces problématiques-là, avec une approche très, très ingénierie, process, voilà. Donc, on y vient. Alors voilà, on y vient. Guillaume, justement, c'est intéressant parce que là, les filles, on va rentrer dans plein de détails techniques, et je pense que pour comprendre d'où vient l'innovation, il faut comprendre aussi la rencontre entre Guillaume et ton associé architecte, parce que c'est quand même aussi vachement ça qui va faire Corner. C'est-à-dire, c'est la rencontre entre une vision très entrepreneuriale, technologique, hardware, et un savoir-faire voilà, exactement. Est-ce que tu peux nous parler de ça déjà, de cette rencontre? Parce que d'où t'es venue l'envie d'un coup de créer une solution pour construire des bâtiments carbone Oui, zéro? alors ça c'est effectivement, et je rebondis d'ailleurs sur le commentaire de Véronique. Bonjour Véronique, qui est également une entrepreneuse que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a 1 mois et demi, 2 mois. Effectivement, quand on est outsider, il faut s'associer avec des insiders. Ça, c'est inévitable. Il faut créer une alchimie. Et pour répondre du coup relier ça à ta question, Alice, moi, tous mes projets ont toujours été des projets adossés à une amitié, à une relation personnelle. Ma première startup, je l'ai créée avec mon copain de bac à sable, mon ami d'enfance, avec qui je faisais du rock et de la musique électronique quand j'étais adolescent. Et quand j'ai démarré ma première startup, ma première entreprise, c'était un prolongement de cette amitié-là. Et c'est pareil avec Corner. Corner, c'est d'ailleurs dans les premières semaines du projet, le nom de code de Corner, le nom Corner n'existait pas, et le nom c'était Coucou les voisinous, parce qu'en fait j'ai créé la société avec un voisin. On a construit tous les deux nos maisons à 50 mètres d'écart. Et c'est l'histoire des 3 petits cochons à l'envers. Moi, j'ai construit en utilisant des technologies maçonnerie traditionnelles. Et tandis que Ludovic, lui qui était architecte et qui était déjà très spécialisé dans la construction bioclimatique et notamment la construction bois, lui a fabriqué une maison préfabriquée. Et un jour, je partais en vélo à mon bureau dans ma précédente startup. Je vois arriver 4 camions qui stationnent dans la rue, et quand je reviens le soir avec des murs complets, avec déjà les menuiseries intégrées. Puis quand je rentre le soir, il y avait une maison sur pied qui était déjà quasiment finie. Alors il restait encore à faire toutes les finitions intérieures et tout ça, donc j'étais hyper impressionné. Et ça, c'était déjà il y a presque 10 ans tout ça. Et pendant longtemps, ça m'a travaillé. Pourquoi toutes les maisons ne sont pas fabriquées comme ça? Et puis le problème, il est passé un peu on en a reparlé plein de fois, mais à quel moment on a décidé on a eu l'idée de Corner, c'était en 2017, à un moment où moi, personnellement, j'avais envie de démarrer une nouvelle entreprise sur un sujet, une nouvelle startup, mais cette fois sur un sujet à gros impact. C'est-à-dire que j'ai accumulé un gros capital d'expérience dans différentes verticales dans le passé, et j'avais envie maintenant que je savais comment ça fonctionnait une startup, de mettre ce capital d'expérience au service d'un sujet à gros impact sociétal. Parce que j'ai passé la quarantaine, que je suis père de famille, et forcément, voilà, on a plus forcément envie de faire du consumer, ce genre de choses. Et forcément, donc, j'ai regardé différents sujets.
les food tech, l'agri-tech, les edtech, technologies de l'éducation, qui est un sujet qui me passionne depuis plus de 15 ans. Et puis là, Ludo, un matin, lui qui fabrique des bâtiments climatiques depuis 18 ans, me dit, moi j'en ai marre, en fait, on sait, ça fait 20 ans qu'on sait comment il faut faire des bâtiments sans carbone, décarbonés, mais l'industrie bouge pas et on reste à l'âge de pierre, au sens littéral du terme. Et donc on a commencé à réfléchir, écoute, on va prendre, en posant nos gosses qui étaient dans la même école maternelle à l'école, on se dit tous les vendredis matins, une fois qu'on a posé nos gosses, on prend 2 heures pendant 6 semaines. Le vendredi matin, on prend 2 heures sur notre emploi du temps à chacun et on va essayer d'itérer, de comprendre qu'est-ce qui marche pas dans cet écosystème. Et on va essayer de voir si derrière surgit un concept qui résoudrait pas forcément tous les problèmes de l'écosystème, mais qui au moins casserait un plafond de verre. Voilà, c'était ça l'idée. Et donc on est forcément revenu à la maison de Ludo, à l'histoire des 3 petits cochons. Et on a compris, et donc j'ai découvert notamment que toutes les boîtes qui se lançaient depuis 50 ans, les boîtes qui se lancent à faire la construction bois virtueuse, bien fichue, bien pensée, bien ingénierée, se cassaient les gueules sur des problématiques de scalabilité, sur des problèmes de modèle économique, sur des problèmes. Et donc là, on a touché un point sensible. Et c'est là où on s'est dit, bon, il faut inventer une méthode qui soit suffisamment universelle, qui bride pas. Parce que la construction, c'est pas comme du consumer électronique. Tu peux pas avoir le même produit partout dans le monde. Il faut tenir compte des besoins, de la typicité, de la spécificité des besoins, de la spécificité des écosystèmes locaux. Tu construis pas pareil si tu es sur les bords si tu es au Maroc ou si tu es en Norvège, évidemment, parce que c'est pas faire de la maison passive au Maroc ou en Norvège, c'est pas du tout la même problématique. Dans un cas, il faut empêcher la maison de refroidir, dans l'autre, il faut l'empêcher de se réchauffer. Voilà. Et donc, il faut aussi tenir compte des spécificités urbanistiques locales et bien sûr des besoins et de l'économie des projets. Et donc, en fait, l'idée, c'est de concevoir une méthode qui, dans ses fondamentaux et universels, permette de faire à peu près tout type de bâtiment, avec tout type, sans brider l'architecture, tout en ayant derrière une réplicabilité, une scalabilité sans limite. Et donc là, on a trouvé un concept vraiment hyper simple. Et c'est là où l'idée de faire vraiment un jeu de construction, de faire un Minecraft dans le monde réel a surgi. Et c'est vraiment ce qu'on a fait, Corner. Alors peut-être si tu veux, je peux partager pendant 2 minutes l'écran. Fais-moi en live. Ouais, vas-y. Tu sais comment faire ? Ça, c'est un partage d'écran, j'imagine. Ouais. Voilà. Voilà. Alors, on va partager cette fenêtre-là. Donc, vous allez vous voir en kaléidoscope, si tout se passe bien. Vous voyez mon écran, c'est bon ? Ouais. Parfait. Allez, super. Donc, allez, c'est parti. On va créer un nouveau projet de zéro. Et donc là, ça, c'est une application web, c'est-à-dire une application qui est dans votre navigateur. Il n'y a rien besoin d'installer. Dès que vous avez un identifiant, vous pouvez vous connecter et accéder à cet espace de travail. Donc, quand j'ouvre l'application Corner, vous voyez, c'est comme du cahier petit carreau. Et les carreaux de ma page ici correspondent dans le monde physique, dans le monde réel, à 40 cm de côté. C'est ce qu'on appelle un voxel, c'est-à-dire un pixel volumique. C'est le même principe, si vous voulez, que dans Minecraft. Vous voyez, donc là, je vais dessiner un bout de plancher, comme ceci. Hop, je vais dessiner un deuxième bout de plancher, un troisième, et ainsi de suite. OK. Comme ça là. OK. Et là, quand je vais mettre en 3D, vous voyez, j'ai créé mon premier niveau. D'accord ? Je vais ensuite, je vais prendre cet outil-là et je vais créer mon mur très simple. Et là, je vous dis, c'est vraiment quiconque a joué à Minecraft est capable de, ou un jeu similaire est capable d'utiliser ça ou à configurer une cuisine dans le logiciel d'IKEA. Hop, voilà. Et vous allez voir, si vous regardez en haut à droite de votre écran, de l'écran, vous voyez qu'il y a un petit tableau de bord qui indique au fur et à mesure en live le prix de la construction. Tout simplement, et qui va vous indiquer également pas mal de choses. Hop, donc là, vous voyez, j'ai élevé mes murs, et maintenant, je vais créer à nouveau ma toiture. Donc pour ça, je vais aller me déplacer ici, puis je vais faire ça. Hop là. Hop. Tac. Tac. Ok, maintenant, bon, là, j'ai une boîte qui est borgne.
Donc, je vais, hop, je vais créer des ouvertures pour qu'on fasse rentrer la lumière, ça peut servir. Surtout par les temps qui courent. On passe un peu de temps à l'intérieur. Voilà, donc je fais des grandes baies au sud. Je vais en rajouter des petites lumières, des petites fenêtres traversantes est-ouest pour que la lumière rentre avec toutes les ambiances de la journée, comme ceci. Voilà, je vais en mettre là aussi, allez, soyons généreux. On ne va pas en mettre au nord parce que ça, c'est pas bon pour la consommation. En revanche, là, théoriquement, cette maison-là, elle sera passive. Pourquoi c'est pas bon pour la consommation? En fait, il faut, en fait, le verre, les ouvertures, donc c'est du verre, et les verres, c'est plutôt un produit qui est un conducteur. Ah oui, si tu ouvres au sud, c'est bien parce que ça fait, le soleil va taper en hiver dessus. Tiens, et l'été, il faut le protéger, donc on va faire ça. Tu vas voir, hop là, on va mettre une petite casquette là. Tu vois, là, je vais protéger ma baie pour l'été, comme ceci. Attends, pardon. On va se remettre ici. Hop là. Voilà. Là, je vais faire une petite protection, une petite casquette pour protéger l'été. Et là, tu vas voir, en fait, le problème du verre, c'est donc les baies, c'est super parce que ça fait rentrer la lumière. En revanche, ça fait perdre aussi de la chaleur. Donc, si tu ouvres au nord, à part pour les artistes peintres, si tu veux, à part pour les plasticiens, si tu ouvres au nord, tu vas faire rentrer du froid l'hiver. Donc, c'est pas bon. Alors que là, c'est parfait. Tu fais rentrer de la lumière et des apports solaires, des apports thermiques solaires, sans trop faire de dissipation thermique. Donc ça, c'est un chouette, ça c'est une belle maison en termes de consommation. Voilà. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est donc là, je fais mon cloisonnement intérieur, paf paf, comme ceci, comme cela. Donc je vais créer toutes mes pièces. Et donc ça va aller très très vite. En gros, en quelques minutes, on a modélisé un clos couvert complet. Je vais mettre quelques mails juste pour qu'on comprenne comment, pour qu'on comprenne mieux, qu'on se rende mieux compte, si tu veux, des proportions de ce que je viens de créer. Hop là. Hop. Voilà. Et maintenant, je viens ici. Hop, tu vas voir qu'ici, j'ai. Voilà, ça donne une vague idée là, un peu. Ouais. Voilà. Donc. Et ça me coûte 350 000 €. Voilà. Là, on est. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que tu vas voir qu'en temps réel, on va être capable nous, on va générer en temps réel tous les composants nécessaires pour la préfabrication. Et tous ces composants, évidemment, en amont, on les a fait chiffrer. On a étudié toute l'économie du projet avant. Donc, on a toute une base de données extrêmement complète de tous les coûts jusqu'à la vis près de tout ce qu'on fabrique. Et donc, quand on va dessiner en temps réel, on va générer tous les éléments nécessaires, tous les modules nécessaires à la préfabrication. Et du coup, on va pouvoir afficher l'économie complète du projet avec la répartition entre les différents composants, la répartition entre l'assemblage, la fabrication, les matériaux. Et on va être en plus capable de calculer en temps réel le temps nécessaire à la préfabrication, le temps nécessaire à l'assemblage, le nombre de camions nécessaires pour le transporter, ce qui est hyper important pour le bilan carbone. D'accord? Et tout ça, on est capable de le faire absolument en temps réel. Voilà. Donc, en fait, notre petite application qui est toute mignonne, comme ça, elle est connectée derrière un back-office dans lequel on va générer toute la nomenclature extrêmement détaillée avec tous les fichiers d'exécution pour les entreprises qui ont fabriqué jusqu'au schéma de montage des différents éléments. Ok, mais alors donc ça veut dire que derrière, tu as des partenaires constructeurs qui reçoivent tes fichiers et sont capables de les traiter avec ta nomenclature, quoi. Exactement. Le problème dans la construction, et notamment dans la construction bois, autant dans la construction béton, il y a beaucoup de place pour l'erreur et les maçons s'en privent pas. Autant le bois, ça ne supporte pas la médiocrité d'exécution. C'est-à-dire que la moindre faille, que ce soit dans l'étude de structure, dans la mise en œuvre des éléments en atelier ou dans leur positionnement sur site ou la moindre infiltration d'eau dans le chantier, et c'est une catastrophe. Ça peut même remettre en cause l'intégrité du bâtiment, si tu veux. Donc le bois, ça demande une exigence sans faille de bout en bout de la chaîne. Et donc en fait, nous, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a travaillé évidemment en amont avec des entreprises les plus qualifiées, des entreprises qui ont déjà tous les labels d'excellence, si tu veux, existants sur le marché. Et on a travaillé derrière, on a travaillé tous ces détails d'exécution en amont, si tu veux. Et du coup, dans un projet classique en bois, ce qui va se passer, c'est que l'architecte va dessiner la géométrie du bâtiment. Il va ensuite faire étudier ça par des bureaux d'études spécifiques. Il va valider et ensuite on va transmettre ça aux entreprises bois qui elles-mêmes vont redessiner encore une troisième fois tout le bâtiment
pour générer les fichiers d'exécution. Et là, la différence, c'est qu'en fait, on court-circuite toutes ces étapes. Et le problème, si tu veux, quand tu fais un projet en bois, c'est que entre le moment où tu as dessiné ton bâtiment et le moment où tu as ton devis final, il s'est écoulé un an et demi parfois. Et souvent avec des très mauvaises surprises. Donc, du coup, ce qui est intéressant avec Corner, c'est qu'en fait, dès la première esquisse du bâtiment, ce qu'on a là fait un peu au pifomètre là, pendant 2-3 minutes, on est déjà au niveau de détail d'exécution quasiment final. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, ça permet de faire ce qui n'existe pas aujourd'hui dans le bâtiment, c'est-à-dire de la construction agile, de la construction où on met autour de la table dès le début toutes les parties prenantes, la personne qui est le concepteur du bâtiment, l'utilisateur final et toutes les entreprises impliquées au milieu. Ouais, ok, très bien. C'est vrai que c'est très impressionnant. Mais alors, du coup, là, on est impressionné par la magie de ce que tu as créé dans le software. Mais je pense que, bon, il y a ça, mais le plus dur, c'est d'aller convaincre les premiers clients et d'avoir vraiment les constructeurs derrière qui sont chauds pour s'embarquer dans un projet comme celui-là. Ouais, et peut-être qu'on prendra les questions des questions qui sont surgies. Donc, je te propose, je réponds à ta question et ensuite on balance peut-être, on fait une petite pause par les questions des participants. Donc on n'a pas de problème de traction trop en amont, dans le sens où aujourd'hui, et notamment parce que sur le B2B aujourd'hui, tu sais qu'il y a une nouvelle réglementation qui est mise en œuvre, la RE 2020, qui impose de toute façon non seulement un durcissement des normes thermiques qui avaient été appliquées en RE 2012 et qui avait fait déjà beaucoup de mal aux acteurs en place. Ça avait augmenté les coûts de l'ordre de 15 à 20% selon les entreprises. Et ce qui a rogné, en gros, pour la plupart des acteurs, ça a rogné le peu de marge qui leur restait. Et ça posait d'autres problèmes en plus, c'est que énormément de problèmes de qualité sont advenus par des mauvaises mises en œuvre de ces réglementations thermiques, donc beaucoup de malfaçons. Donc ça a été une grosse catastrophe pour les acteurs du métier. Et la RE 2020, non seulement elle est plus exigeante en termes, mais vraiment pas un petit peu, c'est pas une petite marche d'escalier par rapport à la RE 2012. La RE 2020, c'est que tous les bâtiments doivent être passifs, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pouvoir se passer potentiellement de tout apport d'énergie fossile pour se chauffer ou se refroidir, confort d'été, pas de clim non plus, tu comprends? Donc ça pose déjà un niveau de technicité dans le bâtiment, un saut que la plupart des professionnels aujourd'hui sont pas capables de faire à coût constant. D'accord? Et derrière, l'autre problématique derrière, c'est qu'en plus, il y a rentré le bilan carbone. Et ce qui aujourd'hui met complètement en péril le modèle économique aujourd'hui. En gros, soit tu passes par des entreprises générales qui vont tout faire, mais en fait, elles-mêmes, on s'aperçoit que dessous, elles sous-traitent tout. Soit tu passes par des taxes de corps d'État séparés et tu vas te retrouver derrière, non seulement à jamais réussir à avoir une économie de projet fiable, mais surtout derrière, tu te retrouves avec cette notion dont je te parlais, de valse des camionnettes et donc même de conduite de projets qui sont absolument insoutenables de bout en bout. Et donc avec même l'incapacité, si tu veux, de faire le bilan carbone de ta construction. Bilan carbone, c'est deux choses dans le bâtiment. C'est le cycle de vie de la construction lui-même, c'est-à-dire de l'extraction de la matière première jusqu'à la livraison du bâtiment. Mais là, tu as fait que la moitié du chemin parce qu'après, tu as le deuxième cycle de vie qui est le cycle d'exploitation et éventuellement de démolition du projet à terme. Il faut qu'un bâtiment dure le plus loin possible dans le temps, mais que quand il n'est plus d'usage, pour une raison X, Y ou Z, il faut pouvoir le démonter sans… Et aujourd'hui, quand tu démontes des bâtiments maçonnés, notamment en béton, c'est une catastrophe écologique en soi. Donc aujourd'hui, tout simplement, comment tu démontes du béton? Tu démontes avec des explosifs. Et derrière, rien que le ramasser tout ce que tu as détruit, tu ne peux rien récupérer dans le béton, rien que dalle. Il faut juste mettre à la benne, enfouir ça. C'est une catastrophe, c'est une monstruosité si tu veux. Et tu peux même pas démonter. À la limite, à l'époque, quand on construisait en pierre, on pouvait démonter un bâtiment, un pont et le reconstruire ailleurs. Dans le béton, tu peux pas. Tout est lié. Tu dois tout péter. D'accord? Donc aujourd'hui, si tu veux, c'est plus une option passer à la construction de bois, passer au bas carbone. Donc aujourd'hui, ils se retrouvent face à des entreprises qui, en revanche, un tissu d'entreprises qui sont pas du tout elles-mêmes conçues pour scaler, pour changer, pour franchir cette échelle. Et c'est là où donc il y a besoin de reprogrammer complètement les modèles économiques. Et d'ailleurs, il y a une question de Iman qui me pose la question de quelle est la différence avec Pop-Up sur le modèle économique et le produit fini. Alors, sur le produit fini, assez simplement. Qu'est-ce que c'est Pop-Up?
Pop-up, c'est des gens justement qui fabriquent des maisons, donc eux, ils sont uniquement sur le B2C, enfin essentiellement sur le B2C, à ma connaissance, je sais qu'ils font quelques opérations de promoteurs. C'est une boîte très sympathique qui est qui a ouvert un peu la voie de ce qu'on fait aujourd'hui, hein. C'est une startup qui existe depuis 2014, ils sont basés à Aix-en-Provence. Ils ont fabriqué à peu près 300 ou 400 maisons à date, et avec un système constructif qui est de l'ossature bois. Si on regarde l'anatomie, si tu veux, on va dire qu'il y a 80% de l'anatomie qui est commune avec Corner. La différence de Corner, elle est fondamentalement, donc c'est que nous on arrive avec du tout corps d'état. Comme je disais, c'est que chaque module est fini avec tous les réseaux déjà préintégrés. Alors que quand tu construis une maison pop-up, en gros, tu vas assembler l'ossature bois sur site. Donc, c'est quand même limité avec la météo et tout ça. Et surtout, une fois que c'est fini, la suite du chantier reste un chantier classique. C'est-à-dire que derrière, tu vas avoir des entreprises qui vont venir mettre les cloisons en plâtre, qui vont venir mettre l'électricité après coup, etc. Donc, tu as très peu de gains de temps et tu as très peu de gains de chantier. Alors que Corner, c'est du 100% off-site, 100% hors site. D'accord? Donc ça, c'est une différence qui est majeure, que ce soit dans l'expérience du maître d'ouvrage, puisque là, on diminue encore, on va dire qu'un pop-up, ça va diminuer de 30% la durée d'un chantier, et là, au Corner, on est de l'ordre de 65 à 90%. Tu vois, c'est un peu la différence. Et ensuite, la différence, donc techniquement, la principale différence, elle est là, et la différence la majeure, c'est dans le modèle économique. C'est que Pop-up, ils sont partis en construisant une usine et en mettant en place un système pour fabriquer leur ossature. Ça, c'est leur modèle. Et ensuite, ils ont développé un réseau de charpentiers-poseurs à travers la France. Et nous, la différence, c'est que on est parti du principe qu'il fallait avoir un modèle qui soit distribué sur toute la chaîne de valeur. Autrement dit, on industrialise, et on fait industrialiser par des boîtes qui sont beaucoup plus grosses et beaucoup plus scalables, tout ce qui est découpe de précision qui sont faites avec des grosses machines. Et donc ça, on travaille avec des entreprises qui sont très en amont, quasiment au niveau de la première transformation du bois, et qui sont capables de faire des très, très grands volumes. Et ensuite, derrière, on fait assembler hors site par des entreprises qui vont en gros faire du Ikea, mais dans des ateliers. Si tu veux. On a un modèle qui est beaucoup plus scalable, réplicable que le modèle pop-up. Je ne serais pas surpris qu'à terme, d'ailleurs, pop-up vire également sur un modèle similaire à celui. Ok, c'est très clair. Alors, il y avait Eva qui demandait que faites-vous des maîtres d'œuvre? Les maîtres d'œuvre, le métier du maître d'œuvre, il est complètement transformé. Aujourd'hui, on travaille et notre écosystème, un de mes principaux axes de travail aujourd'hui, c'est de travailler avec des architectes. Donc, on commence à avoir une première communauté, un premier cercle d'architectes extérieurs à Corner qui travaillent avec notre système. Okay. Et donc, la maîtrise d'œuvre est forcément complètement transformée, puisqu'aujourd'hui, dans la maîtrise d'œuvre, tu as la première partie qui est la conception. Et aujourd'hui, la conception, c'est dans le monde de l'architecture, c'est ce qu'on appelle un processus en cascade. D'abord, tu fais une esquisse au 50e en balsa, puis après, tu fais un premier détaillé au 100e, puis au 50e, puis etc., jusqu'au permis de construire. Et puis après, tu refais un deuxième cycle de conception. C'est le cycle que j'ai expliqué tout à l'heure. Et puis, au bout d'un an de conception, tu t'aperçois qu'en fait, tu n'es plus dans l'économie de projet, qu'il faut tout redessiner parce que tu sors de l'épure budgétaire, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer derrière? C'est qu'ensuite, il y a une deuxième phase qui est la phase maîtrise d'œuvre suivie de chantier. Alors, celle-là, avec Corner, elle est malmenée parce que tout simplement, il n'y a plus de chantier. C'est notre but. Le chantier, c'est une nuisance, point barre. Donc, la maîtrise d'œuvre chantier, ça ne doit plus exister. C'est une aberration, ça doit sortir du vocabulaire. Ça doit devenir aussi aberrant que d'envoyer des fax, quoi. Voilà, c'est un héritage de l'anthropocène dont il faut se débarrasser, le chantier. Donc la maîtrise d'œuvre qui consiste à orchestrer le bordel du chantier doit disparaître avec le chantier. En revanche, la maîtrise d'œuvre conception, non. Là, on travaille maintenant, mais on travaille comme dans le monde du logiciel. C'est-à-dire qu'au lieu que les architectes redessinent à chaque fois chaque projet, ils redessinent au moins de détails. Ils vont redessiner à chaque fois. Il y a des détails qu'il faut dessiner par projet. Par exemple, les espaces, les volumes. Parce que ça, c'est la valeur ajoutée de l'architecte. En revanche, redessiner à chaque fois, pour chaque projet, combien je mets d'isolant, combien je mets tous les détails c'est des détails qui sont en fait complètement répétitifs. Cela, ce n'est pas de sens. Et là, il faut faire comme dans le logiciel, c'est qu'on travaille déjà de manière modulaire et aujourd'hui, le système Corner est organisé vraiment, même la structure de notre base de connaissances est organisée comme les grands projets de logiciels collaboratifs. C'est-à-dire qu'on découpe tout en sous-modules, les modules murs, les modules planchers, etc. Et on permet d'ailleurs aux architectes et aux bureaux d'études d'être partie prenante et de nous faire des propositions alternatives derrière
des variantes de différents types de planchers, différents types de menuiseries, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment développer autour de nous une communauté d'architectes qui veulent travailler comme nous, qui ont compris qu'il fallait plus faire de chantier, qui eux-mêmes en souffrent au quotidien dans leur travail et qui veulent s'en débarrasser, qui préfèrent faire de la conception. Ok, Voilà. Guillaume. Quand tu démarres, tu es inarrêtable. C'est la passion qui te traverse. C'est génial, c'est génial. Attends, au contraire. Non, mais ce qui m'intéresserait là, c'est qu'on aborde un peu, c'est ton parcours, parce que là, on a l'impression de parler à un expert de la construction, hein, qui connaît tout sur tout, mais tu ne viens pas à la base de celui-là. Tu as eu une approche finalement assez entrepreneuriale. C'est-à-dire, je ne connais pas, mais j'apprends et j'y vais étape par étape. T'en es pas à la première expérience qui t'a permis de complètement t'approprier ce sujet sans te poser de questions, comme tu avais pu le faire dans de précédentes expériences. Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Ouais, je vais faire quelques images rapides, tu vois, très vite. Vas-y. Enfin, juste comme ça pour qu'on comprenne. En fait, je disais tout à l'heure, j'avais oublié son prénom, c'était Sigrid. Ouais, j'ai à peu près un peu ce type de parcours. C'est que moi, je suis un créatif à la base, et c'est ça que j'ai. Je suis arrivé dans l'entrepreneuriat et dans la technologie par la musique. Ma première boîte, je l'ai créée tout simplement. Hop, excuse-moi, j'ai perdu le fil. J'ai créé ma première boîte pour créer ça. Et ça, c'était mon premier bébé. Ça s'appelait le Lémur et c'était un outil pour les DJ. Là, vous connaissez peut-être le groupe Justice. Ceux-là, j'imagine que vous les connaissez, les robots les plus célèbres du monde. Ça, c'était mes premiers utilisateurs, mes premiers clients de ma première boîte. Vous connaissez peut-être ceux-là également, l'ami Björk. Tout ça, c'était ma première boîte. Quand j'avais 25 ans, j'ai créé ça. Et ça, c'était le genre de projet, c'est pareil, j'étais un outsider dans le sens où là, je connaissais très bien mes utilisateurs, puisque ça, j'avais créé ce produit pour moi. Et ça, c'est typiquement ce projet Jazz Mutant, c'était le genre de projet aujourd'hui qu'on ferait sur Kickstarter. Des projets comme ça, t'en as des plombs sur Kickstarter. En gros, c'est un projet d'inventeur plus que d'entrepreneur, si tu veux. T'as envie de faire le produit de tes rêves et tu te jettes à l'eau pour le faire. Et ça, c'était ma première expérience entrepreneuriale. Le problème, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas Kickstarter. Tu pouvais pas juste faire un modèle, une représentation, un visuel 3D fake de ton projet, dire à tout le monde, ouais, qui en veut, achetez-le et je vais le fabriquer pour vous. Et donc, j'ai été obligé de créer une entreprise pour faire ça. Et j'ai été obligé du coup de lever des fonds. Et j'ai été obligé de l'industrialiser. Donc, j'ai été obligé de devenir un entrepreneur alors qu'en fait, à 25 ans, je n'avais j'avais un background technologique qui était quand même extrêmement limité, extrêmement limité. Et je n'avais aucune culture entrepreneuriale dans le sens où je viens pas d'école de commerce et j'ai absolument personne dans mon entourage familial ou amical qui était entrepreneur. J'ai personne dans ma famille qui est entrepreneur et à cet âge-là, 25 ans, je fréquentais essentiellement des musiciens, des artistes et donc tout ça était extrêmement loin de moi. Et donc il a fallu que et ça quand j'ai créé Jazz Mutant, on était en 2002, juste après l'explosion de la bulle Internet. Faire du hardware en France, à Bordeaux, à une époque où c'est le moment où toutes les entreprises de tech françaises ont fermé leurs usines, ont arrêté de fabriquer en France, les Thomson, les Philips, en Europe même. Et donc c'était un truc de fou. Et ça illustre bien un peu l'idée que si t'es pas outsider, ce projet tu le fais pas. Parce que si t'es un insider, si tu connais le marché de la musique, tu sais que ton produit va coûter 2500 €, qu'il n'y a personne qui va l'acheter. Si t'es quelqu'un qui vient du hardware, tu te dis faire du hardware aujourd'hui en 2002 en Europe, c'est complètement irréaliste. Tu fabriques en Europe, tu vends en dollars. C'est vrai qu'on a vendu 90% de nos produits aux États-Unis. C'est une absurdité. Et puis derrière, on nous aurait dit en premier lieu que ton produit n'est pas possible, c'est impossible de le faire parce que les écrans tactiles, comme ceux qu'il y a là, aujourd'hui, on peut pas les intégrer comme ça dans des produits aussi simplement. Et surtout derrière, ces écrans, ils sont mono-touch, c'est-à-dire qu'on ne peut mettre qu'un seul doigt dessus. Et donc, en fait, on y est quand même allé, juste par passion. Et du coup, on s'est retrouvé avec la première boîte au monde à faire un écran, un produit avec un produit hardware avec un écran multi-touch, c'est-à-dire un écran, comme vous le voyez sur cette image, où on peut mettre tous les doigts de la main. Et c'est ça ce qui nous a amené, du coup, deuxième start-up, c'est que partant de là, quand on a créé ce projet en 2002, quand on a sorti le produit en 2004, on s'est retrouvé avec la première boîte au monde à maîtriser cette technologie avec un produit un peu industrialisé, un peu crédible. Et du coup, on s'est retrouvé, on a commencé à recevoir des coups de fil. Moi, je me rappelle d'un samedi après-midi, je reçois un coup de fil de Steven Batish, qui est aujourd'hui le VP Hardware de Microsoft. Et à l'époque, il dirigeait tout le département R&D qui fabriquait tous les
toutes les manettes et pour la Xbox et pour la division jeux de Microsoft. Ils m'appellent, ils m'ont dit ton truc c'est révolutionnaire, il faut que tu viennes le présenter à Redmond. Et c'est là où on a compris qu'en fait on tenait quelque chose qu'on n'avait pas du tout anticipé. Et c'est là où j'ai compris qu'on était une start-up, parce que jusqu'en 2005, je n'avais jamais utilisé le terme, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et c'est quand j'ai fait ma première tournée aux États-Unis pour aller rencontrer les gens d'Apple, de Google, de Microsoft et faire des keynotes à Stanford, à Berkeley, et à McGill et ailleurs, que j'ai compris qu'en fait on avait fait quelque chose qui était un peu plus au-delà qu'un délire de geek dans un garage. Et du coup on a créé une start-up derrière qui s'appelait Stantom. Au moment où le multitouch est devenu mainstream avec l'iPhone, tous les grands du consumer cherchaient à accéder à cette technologie. Comme on était un des rares experts dans le monde à faire ça, on a créé une startup dédiée. Et là, deuxième sujet outsider, parce qu'effectivement, le passage quand on repense à Jazz Mutant avec mon copain d'enfance avec qui je l'ai monté, Pascal, on est mort de rire de comment on a fait cette boîte. On a fait que des conneries, mais à tous les niveaux, quoi. C'était, quand tu penses à ma première négociation pour lever des fonds, j'en ris encore. Première fois que je vais négocier un contrat avec des sous-traitants pour l'acquisition des composants stratégiques, je me fais rouler dans la farine, j'en ris encore. Premier batch de produits que j'envoie aux États-Unis, et on n'a que des top clients, des clients VIP. On n'avait même pas mis de CD-ROM avec la notice, tout simplement parce qu'on n'avait pas écrit de notice, on n'y avait pas d'onboarding, et c'était un projet. Donc les gens recevaient les murs, ils recevaient premier message, c'était c'est génial, c'est le plus gros jour de ma vie. Et le lendemain, on recevait des mails d'insultes parce qu'ils ne savaient pas comment utiliser le produit, il n'y avait rien dans la boîte pour dire comment l'utiliser. Donc on a fait toutes les conneries qu'on peut. Incroyable. Et en 2007, à peine on commençait à être professionnel sur cette partie-là, qu'on se retrouve un peu débordé sur les ailes, parce qu'on sait très bien que maintenant que le multitouch est condamné à devenir mainstream avec l'iPhone, soit on va sur la vague et on profite de notre avantage du moment d'être la seule boîte au monde à maîtriser bien la technologie et on fonce dessus, soit on continue à faire le lémur dans notre coin et de toute façon, d'ici 5 ans, tout le monde aura des produits multitouch et on ne servira plus à rien. Donc on a créé Stantom, et avec Stantom, ça a été une autre aventure incroyable parce que là encore plus outsider, on se retrouve, si tu veux, les deux geeks bordelais qui se retrouvent à vendre la technologie soit de manière correcte, c'est-à-dire avec des accords de licence, des partenariats stratégiques à des boîtes comme Samsung, comme Motorola, etc. Soit de manière un peu plus rock'n'roll en se battant à coups d'avocat avec les gens d'Apple. Et donc, on s'est retrouvé dans un bain absolument incroyable. Et là, je vais te dire que que la marge d'escalier a été très très haute. À ce stade-là, d'ailleurs, j'ai passé la main à notre CEO personnellement parce que c'était vraiment trop intense. Trop intense. Et au-delà de l'intensité, c'est que apprendre, c'est bien. On revient à cette idée, c'est que dans tous les cas, il faut des insiders et il faut bien comprendre que si tu veux pas louper ta fenêtre d'opportunité, tu dois apprendre vite. Tu n'apprendras jamais assez vite. Donc, il ne faut pas t'appuyer que sur ta propre capacité à apprendre, même si c'est tentant quand tu es autodidacte. Il faut dans tous les cas aller chercher l'expertise là où elle est. Et donc, c'est innover, si tu veux, c'est un peu le point central et mon principal conseil, il est là, c'est de trouver toujours cet équilibre, marcher sur cette ligne de crête entre la candeur sans laquelle tu ne vas pas. Si tu as la candeur, que ce soit à l'époque, tu vois, sur le lémur, que ce soit sur Stantom, que ce soit sur Stantom, c'est pareil, j'ai vécu des scènes surréalistes. Je me suis pris une engueulade devant le CTO de Samsung, devant toutes ses équipes. Mais le truc est complètement. Et pourquoi Pourquoi? Un truc génial. On avait mis au point, tu vois, l'image qui est là à l'écran, j'ai toujours le partage. Ouais. On a été, en plus, non seulement on avait mis au point la première technologie multitouch, mais notre technologie, en plus, elle permettait de travailler directement avec n'importe quel objet, dont des stylets. Ah oui. Mais sans avoir tu sais, un stylet passif comme sur le Galaxy Note ou l'iPad, tu vois. Et donc, forcément, quand Samsung a voulu lancer la gamme Galaxy, tu sais, avec les stylets, ils sont directement allés nous voir. Et ils voulaient qu'on fasse une démo pour le CEO de Samsung. C'était la techno la mieux qualifiée chez eux. Et donc, ils m'avaient demandé, en revanche, j'avais un doute sur la qualité d'écriture avec notre techno. Et donc, nous, on a fait des tas de tests et dit, attention, il faut pouvoir écrire en kanji. Et ça, on n'avait jamais testé, on faisait l'écriture cursive, ça marchait vachement bien. Et en détectant la paume de la main, parce qu'en Corée, on pose beaucoup plus la paume de la main et tout ça. Donc, on fait des tests, on recrute des étudiants sur Bordeaux, asiatiques et tout ça. Parfait, ça marche assez bien, je pars à Samsung avec la démo, je suis hyper fier de moi. J'arrive dans la salle,
tout le monde teste, toute l'équipe à fond. Le CTO arrive, je te promets. Et là, je blémis, il est gaucher. Il est gaucher, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la paume de la main qu'on avait parfaitement détectée avec des droitiers, on l'avait jamais testé avec un gaucher. Donc en fait, tout notre algo était foiré. Mais arrête, t'avais pas anticipé ce truc-là? Tourne la pomme comme ça, comme tous les gauchers. Et là, on sait très bien que notre techno, si on met la pomme par-dessus, elle a un sens. En fait, dans un sens dans lequel elle marche très bien, dans l'autre sens, elle marche moins bien. Et donc, du coup, on sait que là, les kanji, tu oublies. Et donc là, il fait la démo devant tous ses sbires. Rien qui est détecté. J'avais fait l'aller-retour en Corée pour ça. Excuse-moi, tu le savais, c'était un choix. Vous aviez fait ça que sur les droitiers. Ou vous l'aviez pas anticipé? Non, on n'avait pas. En fait, il nous avait pris en gros en décembre. Il nous dit fin janvier. On va choisir la techno qui va partir sur le Galaxy Note, etc. Il y a le CEO, la revue. Votre techno, on est sûr que c'est la meilleure. Les équipes nous disent ça. On est sûr que votre techno, c'est la meilleure, etc., etc. Donc, il faut que faites-nous un proto vite. Donc, on y travaille, on y passe les jours, les nuits, etc., etc. Et on se fait, voilà. Et voilà. Donc, on en a vécu encore des scénarios un peu rock'n'roll là. Et alors, ceci dit, on aurait été un insider, on se serait planté de la même manière. Ça n'a rien à voir avec notre sujet du jour. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, l'équilibre, c'est entre la naïveté sans laquelle tu fais rien et l'expertise qui est indispensable. Et donc, il faut faire cette espèce de basculement un peu schizo et passer en permanence de l'un à l'autre. Notamment, tu vois, sur un sujet comme la construction, si tu regardes tous les obstacles, si tu pars des obstacles, et si tu refais l'historique de comment les gens se sont pris les pieds dans le tapis, et si tu t'arrêtes là, tu es sûr que tu feras rien. Voilà. Donc c'est pour ça que derrière c'est c'est un peu être un outsider, c'est à la fois je dirais un avantage qu'il faut pas dénier, et il faut l'assumer complètement. C'est en plus très enrichissant parce que ça veut dire aussi que quand on démarre une boîte, c'est un peu à chaque fois une renaissance, on découvre complètement, c'est comme si on venait au monde complètement vierge, et c'est absolument passionnant. En revanche, il faut pas être naïf, c'est-à-dire que la méthode, c'est une méthode en termes d'apprentissage qui coûte très très cher parce que tu apprends en faisant des conneries, et donc il faut éviter de faire des conneries qui soient létales. Trop grave, ouais. Tu vois, la connerie que j'ai faite chez Samsung, elle n'était pas non plus létale. Elle n'était pas létale. On en a fait d'autres qui sont beaucoup plus qui nous ont beaucoup plus compliqué la vie. Donc, d'où l'importance derrière de réseaux comme The Family. D'abord parce qu'on te décomplexe par rapport au fait que ton fait d'être un extraterrestre dans ton milieu est un atout. Sans pour autant, il faut pas non plus en faire quelque chose d'une arrogance, si tu veux. Faut pas se la péter. Il faut pas croire que parce qu'on vient de l'extérieur, on est plus intelligent que les gens qui sont à l'intérieur. Surtout pas. Et surtout quand tu fais du B2B, et que donc de fait tes clients vont être des gens qui eux sont dans le métier depuis toujours, et tu ne peux pas faire sans eux. Donc c'est ça un peu. Faut vraiment le maître mot, c'est la fertilité croisée, si tu veux. C'est pas fait. Faut pas poser. Pardon, oui. Ouais, non, très bien. Guillaume, qu'est-ce que tu donc, avec l'intro du départ et la raison de pourquoi on fait cet événement, c'est que tu me dis je veux plus de femmes dans mes équipes. Ouais. Tu cherches quoi? Tu cherches qui? Quels sont les talents dont tu aimerais t'entourer? Là, on arrive au moment le plus intéressant, si tu veux, pour rejoindre une start-up, de mon point de vue. C'est-à-dire qu'au moment où l'équipe va s'accroître, mais où aussi les gens qui vont rentrer vont potentiellement jouer un rôle important et vont être très structurants. Et c'est encore le moment où chacun doit être multicarte. Tu vois, personne ne peut être assigné à un profil trop rigide. Donc, c'est le meilleur moment pour rejoindre. Et d'autant plus que c'est le moment où se cristallise aussi la culture de l'entreprise et donc ce qu'elle devient à terme. Donc partant de là, la réponse à ta question, c'est je vais structurer aujourd'hui à peu près ce qui est structuré aujourd'hui dans Corner, qui commence à structurer, c'est l'équipe technique essentiellement. Okay. Donc c'est une équipe logicielle qui est top, qui est féminine à 20%, ce qui est pas si mal, mais c'est pas satisfaisant. J'ai une équipe du coup côté construction, architecte engineering, là qui est féminine à 12%, c'est satisfaisant. Et derrière, en revanche, il y a tout le reste qui reste à créer, c'est-à-dire que tout ce qui est business, marketing, community management, ça va jouer un rôle clé chez nous,
parce qu'on a une communauté, en plus, ça c'est génial, on n'a pas une communauté monolithique, on doit développer une communauté de makers, de charpentiers, d'artisans, d'entreprises, on doit créer une communauté de designers, donc d'architectes, de bureaux d'études, donc voilà. Et derrière, on doit évidemment développer une communauté de maîtres d'ouvrage, de clients. Donc il faut être. Donc là, le sujet community management sur Corner va être absolument passionnant, je pense, et très très enrichissant. On va avoir derrière un énorme sujet sur la mise en œuvre de ce modèle économique distribué. Donc là, il va falloir être smart, il va falloir là aussi, je vais chercher des talents, des gens qui ont une capacité, une plasticité pour s'adapter à notre écosystème qui est par définition complexe. Et bien sûr, en marketing, aujourd'hui, on a travaillé en mode furtif. Il y a tellement de projets dans ce sujet-là, de projets ce que j'appelle vaporware, si tu veux des jolis rendus 3D, photoréalistes, mais avec rien derrière. Que nous, on voulait pas communiquer tant qu'on n'était pas capable de produire réellement et de prendre des affaires clients. Bien sûr. Et donc là, maintenant qu'on a atteint ce point-là, tout le travail va être génial de communication, de production de contenu. Bien sûr, on va être sur le terrain aussi. Voilà, donc sur ces sujets-là, à la fois les sujets opérationnels, on va effectivement, on va rentrer dans une phase où on va essayer de croître à raison entre 1,5 et une fois 2 tous les 6 mois, en gros. Hein, on va essayer de passer en base. Je suis en phase là pour lever on a développé l'entreprise jusqu'à maintenant avec du Love Money et quelques BA. Et là, on va élargir le tour dans les mois qui viennent en faisant rentrer un fonds pour se structurer, accélérer vraiment maintenant notre développement sur tous ces niveaux-là. Quelques BA Business Angel, les girls. Voilà. Business Angel, oui, pour les néo-entrepreneurs. Voilà. Et donc effectivement, aujourd'hui, il y a des opportunités chez Corner. Il va y en avoir, quel que soit, je dirais, votre talent et votre savoir-faire. Comment on travaille chez toi? Est-ce que tu es à Bordeaux? Est-ce que la team se retrouve en physique ou est-ce que vous êtes à distance? Comment ça se passe? Alors, tu sais, le premier meet-up, on n'a pas pu depuis quand le Covid a commencé, on était encore que deux. On était deux plus mes développeurs à Montréal. On avait prévu de faire un meet-up d'ailleurs à Montréal en avril. Et depuis, en fait, depuis le premier confinement, on ne s'est pas reconfiné. Donc, j'avais prévu dans tous les cas que la manière de travailler serait en général de manière distribuée parce qu'on doit développer de manière communautaire et les gens doivent être confort avec l'idée que la première chose qu'on partage avec ses collègues, c'est une culture et c'est une mission commune et c'est une envie de faire. Et donc, d'abord développer ça. Et mon idée à terme, c'est qu'effectivement, de continuer avec une approche très, très distribuée en aidant les gens à travailler là où ils veulent. Ça veut dire on ne va pas empêcher les gens d'aller travailler au bureau, de se retrouver là où il y a un cluster Corner, c'est-à-dire s'il y a 4 personnes qui travaillent dans la même ville chez Corner, s'ils veulent se retrouver ensemble et avoir un bureau Corner à cet endroit-là, ben évidemment, on le fera. Oubliez le mot cluster, en ce moment, c'est un peu bad vibe. Exactement. Mais en même temps, ça peut pas mal de dire aujourd'hui, c'est devenu un terme trop uniquement péjoratif, alors que justement, le fait de se retrouver en grappe est quand même, il y a encore pas tant de temps que ça, plutôt quelque chose de vertueux. On se disait que quand on avait un cluster, il y avait de l'émulation. Voilà. Et en revanche, effectivement, donc dans le développement de Corner, l'idée c'est de développer au maximum l'échange en ligne, le partage. Donc on produit autant à Corner. Il faut passer au moins 50% de son temps à produire ce qu'on doit faire. À écumer sa to-do list de la semaine et le reste du temps à réfléchir à comment travailler mieux ensemble, comment documenter, comment aller plus loin, etc. Ça c'est vraiment fondamental. Vous êtes combien dans l'équipe là? Là aujourd'hui, on est une dizaine, sachant qu'on est 8 full-time plus des gens qui travaillent 1 à 2 jours par semaine pour nous. Sur des missions un peu plus spécifiques. Et là aussi, c'est important, c'est que dans le développement de Corner, on va consolider une équipe de gens qui sont vraiment constants, mais on va continuer cette capacité à travailler avec du freelance, avec des talents, parce que ça fait partie aussi de cette idée de fertilisation croisée. Voilà. Donc, en revanche, le travail physique, se retrouver, moi, dès que les conditions sanitaires le permettent, je pense qu'on fera, l'idée, c'est qu'on fasse au moins 2 meet-up par an. Un en France et l'autre par exemple au Canada chez nos développeurs et à terme, puisque l'idée de Corner c'est d'être une boîte au minimum pan-européenne, c'est clair qu'on va aller vers les Nordiques, c'est clair qu'on va aller vers l'Allemagne, vers l'Autriche, vers l'Italie, c'est des pays où on sait que
que le marché n'attend que ça. Donc l'idée à terme, c'est effectivement de se dire qu'on se réunit une fois tous les trimestres, vraiment avec des sessions de 2 à 5 jours. Et le reste du temps, en revanche, on s'organise pour par vent et marée, être capable de continuer à penser, à construire de manière conviviale autour d'une culture et d'une mission partagée. Il y a Aminata qui pose une question. Comment faire pour investir à défaut de travailler sur le projet? Pour investir, alors peut-être qu'on fera dans le tour qui s'annonce, c'est un tour seed, hein. Donc on va peut-être laisser la possibilité à des nouveaux BA d'intervenir. Est-ce que en revanche il faudrait qu'on ait une masse critique si c'est pour des montants individuels, des prises de participation individuelles de quelques milliers d'euros. Il faudra probablement qu'on crée un SPV, ce que vous savez bien faire à The Family, mais il faut pour ça qu'on ait quand même une masse critique d'investisseurs individuels pour le faire, pour que c'est du sens et pour l'investisseur et pour l'entreprise. Donc ça reste ouvert. C'est un sujet qui reste ouvert. La possibilité en tant que particulier de rejoindre, c'est quelque chose. On n'a pas encore activé. C'est vrai qu'on n'a pas encore réfléchi parce qu'on s'est pas encore assez culturé à ça, la possibilité au financement alternatif de type Fairmint et tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui je suis pas encore suffisamment cultivé dessus. Fairmint faut être US based déjà. Voilà. Bon, déjà c'est voilà, ça sera pour plus tard. Donc dans l'immédiat, si vous êtes intéressé, il ne faut pas hésiter à me contacter. On a déjà des demandes. Hein. J'ai une dizaine de personnes aujourd'hui qui sont intéressées pour participer au tour, à l'extension du tour qu'on est en train de faire. Une dizaine, c'est encore un tout petit peu short pour faire un. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alice. Voilà. Il y a d'autres questions. Alors, attends. Tac. Ah, il y a une super question d'Eva sur est-ce que ça n'annonce pas la fin des artisans s'ils demandent votre projet très largement appliqué? Ça, c'est une question cruciale. Aujourd'hui, ce qui a signé… Alice, tu es toujours là? Parce que j'ai vu que on te voit plus. Oui, je suis là. Oui, d'accord. Désolée. Ça, c'est une question fondamentale. Et aujourd'hui, en fait, on a un problème plutôt de déficit d'artisanat en France et en général dans le monde. Qu'est-ce qui a tué l'artisanat aujourd'hui? C'est les méthodes du XXe siècle. C'est-à-dire, on a industrialisé massivement les matériaux sans plus laisser derrière de possibilités aux artisans. Le deuxième problème aujourd'hui, c'est qu'on manque cruellement d'artisans pour un sujet qui est encore plus fondamental dans la transition énergétique des bâtiments, qui est toute la rénovation. Or, aujourd'hui, c'est tous les artisans, menuisiers, etc., aujourd'hui, pour atteindre les objectifs français en termes de réduction de gaz à effet de serre, il faudrait au moins qu'on ait ne serait-ce que 4 ou 5 fois plus d'artisans, ne serait-ce que pour les besoins de la rénovation thermique. Donc aujourd'hui, le manque de boulot pour les artisans, c'est un non-sujet. On n'a pas assez d'artisans aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a d'artisans qualifiés, je parle. On a d'un côté un artisanat non qualifié qui est une forme d'exploitation aujourd'hui et qui n'est franchement pas souhaitable à qui que ce soit. Et l'artisanat qualifié aujourd'hui, de toute façon, il ne faut plus l'utiliser dans la fabrication neuve, il faut l'utiliser là, on en a besoin, c'est pour la transformation énergétique de l'existant. Parce que la décarbonation de la construction, c'est également d'isoler tout le parc existant, toutes les cochonneries qu'on a faites au XXe siècle, les retransformer. Et là, je vais vous dire, il y a du boulot pour 5 fois le bassin d'artisans qu'on a aujourd'hui en France. Donc pour moi, le sujet sociétal, je pense qu'au contraire, le passage à la préfabrication, ça remet les pendules à l'heure, y compris à ce niveau-là. Voilà, dans les autres questions. Alors, en cas de demande, c'est quoi un SPV? Ça veut dire quoi une masse critique d'investisseurs individuels? Un SPV, c'est en gros, c'est comme un pot commun, si tu veux. C'est Special Purpose Vehicle. C'est la structure qui va permettre de faire que plusieurs investisseurs vont ensemble mettre pour que ça ne fasse qu'une opération pour l'entrepreneur, en fait. L'entrepreneur, il reçoit de l'argent du SPV et ce SPV, en fait, c'est plusieurs investisseurs qui ont mis dedans. Et masse critique d'investisseurs individuels, en gros, c'est à partir de quand c'est intéressant pour l'entrepreneur d'accepter un SPV. Bon, il y en a qui prennent pour 100 000 euros des SPV. Donc après, si tu as 10 personnes dedans, chacun met 10 000. Si tu as 20 personnes, chacun met 5 000. Enfin, voilà.
Ça dépend de l'entrepreneur. Qu'est-ce qu'il estime être le minimum pour un ticket chez lui? Oui, tout à fait. Et nous, en l'occurrence, effectivement, le montant que tu as donné, hein, c'est entre 50 et 100 000. En dessous de 50 000, ça devient compliqué. Et entre 50 et 100 000, surtout si c'est des personnes en plus dont on va se rapprocher, qui vont du coup, parce qu'évidemment, l'investisseur, c'est pas que de l'argent d'un côté, c'est que nous, tous les mois, on communique avec nos investisseurs, on leur demande s'ils connaissent tel ou tel contact, etc. Donc évidemment, en plus, si derrière, il y a une envie personnelle parce qu'on est dans ce métier-là, où on connaît des gens, ou qu'on a envie d'aider aussi, forcément, voilà, on est preneur de toutes les bonnes ondes. Il y a une question de Sigrid. Peut-on voir d'ores et déjà des réalisations? Ça, on a répondu. En fait, vous pourrez voir. Donc là, la première à partir de la semaine prochaine. Vous verrez déjà. Enfin, faut attendre le temps de monter la vidéo. Mais oui, on va commencer à sortir du mode furtif et vous allez commencer à voir des premières choses. Et cette année, oui, vous allez voir plusieurs constructions très différentes d'ailleurs, de différentes typologies de logements faits avec Corner. Donc, restez connectés. Vous allez voir des vraies réalisations. Question, Guillaume, juste avant parce que je pense qu'on touche un peu à la fin là et qu'on va se quitter et laisser les gens retourner à leur travail. Comment tu as géré les confinements 2020 et ce passage en total remote? Comment tu l'as vécu, toi? Et comment est-ce que tu pourrais nous donner, pour toutes les entrepreneuses ou potentielles employés de Corner, comment est-ce que tu pourrais nous donner un peu tes tips là-dessus pour surmonter l'ambiance absolument morose? Ouais, alors le premier truc, alors moi égoïstement, je l'ai plutôt bien vécu parce que déjà professionnellement, on a gazé très très fort, que j'étais déjà juste avant, je m'étais rapproché de beaucoup d'entrepreneurs de The Family qui étaient déjà en mode remote parce que c'était déjà mon projet de m'organiser comme ça pour des raisons assez évidentes. Et donc, ça m'a poussé à aller au bout de cette démarche-là. Et personnellement, après, à titre perso, je suis père de famille. J'habite dans une petite maison agréable. J'étais avec mon épouse, mon fils, de temps en temps, mes enfants qui passaient. Voilà. Et donc, on s'est vécu ta meilleure vie, quoi. Pas ma meilleure, mais en tout cas, c'est plus facile que pour beaucoup de jeunes autour de moi, pour qui c'était vraiment hyper trash et vraiment hyper dur, où l'isolement était vraiment terrible. Et donc, nous, on l'a moins subi déjà de ce point de vue-là. Et en plus, moi, j'ai rien perdu. Je sais qu'il y a des boîtes de famille où c'était la panique à bord parce que leur business model qui se retrouvait avec des revenus récurrents tous les mois qui se sont effondrés d'un seul coup, et avec des grosses angoisses. Et nous, on n'a pas été confrontés à cette angoisse-là. Donc, nous, on l'a plutôt mieux vécu, pour des raisons, finalement, pas parce qu'on est meilleur là-dessus, mais parce que voilà, on a été moins exposés que d'autres. Et partant de là, je dirais que ce confinement, il commence à durer, c'est vrai, ça commence à s'éterniser, ça commence à peser sur les nerfs de tout le monde. La réalité, c'est que il faut pas rester isolé, y compris qu'on est chez soi. Je crois que c'est vraiment le mot clé. Et c'est pour ça que ce que vous apportez à The Family est absolument indispensable. Même toi, les emails que vous envoyez tous les jours, avec une petite piqûre, c'est comme si quelqu'un venait sur un fondamental du business, même au bout de 20 ans, ces fondamentaux, ça fait toujours du bien de leur entendre. C'est jamais de trop. Et c'est comme s'il y avait un copain qui venait taper à la porte pour aller faire un coup de footing ou aller faire un tour de vélo. Ouais, ça fait du bien. Donc, il faut absolument, il faut pas rester seul, même seul. Il faut pas rester recroquevillé, ça c'est absolument vital. Et il faut pas perdre de vue que effectivement, la convivialité, le partage, c'est pas que de se rencontrer en physique et d'échanger, de déconner, de boire des coups, etc. Et les embrassades, même si évidemment c'est super et ça nous manque à tous énormément. Mais c'est aussi partager des choses dans lesquelles on croit. Donc il faut autant que possible mettre à profit ces périodes-là et se consacrer, tu sais, tous les jours un moment pour parler à quelqu'un de choses qui nous tiennent à cœur, quoi. Et à défaut de pouvoir sortir physiquement, prendre l'air, se forcer à prendre l'air en lisant un peu. On va un peu autre chose que ce qu'on fait. Il faut se contraindre, même quand on est entrepreneur, il faut se contraindre au moins 1 heure par jour à faire autre chose que sa boîte. Dans tous les cas, n'importe quoi, de la musique, du dessin, appeler des gens. Il faut se sortir le nez du guidon. C'est encore plus vital maintenant. Ça l'a toujours été, hein.
mais ça l'est encore plus maintenant que Ouais. ça l'a Ce qui me fait beaucoup de bien, en tout cas à moi, c'est de réussir, malgré ce Covid, à rencontrer de nouvelles personnes en ligne et à connecter avec de nouvelles personnes. Donc, des gens que tu ne connais pas. Parce que ce qui nous manque aussi, c'est cette espèce de sérendipité dans la rencontre. Et tu ne sais pas qui tu vas rencontrer, mais tu échanges avec quelqu'un. Dans un milieu qui, a priori, va t'intéresser. Si tu es entrepreneur, tu rencontres d'autres entrepreneurs. Voilà, si tu es dans le secteur environnemental, tu vas t'intéresser à d'autres projets environnementaux. Voilà. Et en fait, c'est ça aussi qui manque. Hein. Il y a la proximité avec ses amis. Mais il y a aussi cette idée de pouvoir rencontrer, avancer en rencontrant de nouvelles personnes qu'on ne connaissait pas avant et s'ouvrir, quoi, tout simplement. Donc, Oui, et du coup, ça oblige la sérendipité. Tu peux plus compter sur l'extérieur pour te l'amener. Tu es obligé de la provoquer, ce qui peut sembler être un oxymore, hein, de provoquer la mais sérendipité. complètement. Et justement, mon cher ami, là, on est en train de faire une transition magnifique vers une sérendipité provoquée qui s'appelle le chat roulette. Ouais. Donc, le chat roulette, c'est tout simplement, faut cliquer sur networking et toutes les 5 minutes, les girls ou les hommes, hein, d'ailleurs, les girls, les hommes, tout le monde était les bienvenus aujourd'hui. Vous allez pouvoir rencontrer en face à face pendant 5 minutes des gens qui ont suivi ce live. Et avec qui vous pouvez potentiellement, pourquoi pas, avoir une conversation intéressante, 2, vouloir regarder le lien, donc cliquez sur le bouton connect et ça va vous connecter par email, et 3, surtout, c'est le début d'une création de petite communauté. Il y a une petite communauté qui s'est agrégée aujourd'hui en ligne, et en fait, chaque personne qui est présente peut potentiellement vous aider à aller un peu plus loin dans votre projet. Donc, mettez-vous mentalement dans les prédispositions en mode comment je peux aider. Posez-vous la question comment je peux aider cette personne et essayez de l'aider. Et c'est comme ça qu'on démarre. Déjà, qu'on retrouve le plaisir de rencontrer des personnes qu'on ne connaît pas, et 2, qu'on avance dans son business aussi. Ça te va, Guillaume? Ouais, c'est fantastique. Et écoute, je t'embrasse, Alice. C'est toujours un grand plaisir. Merci encore pour cette invitation. Et merci à Mélanie qui n'entend rien, mais qui est là. Merci, Mélanie. Mes écouteurs. Yes, merci beaucoup, Guillaume. On a Eva qui te dit merci pour ta présentation. Tu es vibrant, c'est inspirant. Voilà, je pense qu'elles ont passé un bon moment avec toi. Elles sont quasiment toutes restées, tu vois, et on a parlé zéro carbone, bâtiment, enfin plein de choses hyper intéressantes. Je savais pas pour tout ce qui est Daft Punk, Björk, etc. Enfin, c'est juste incroyable. Moi, je suis restée, j'ai tout écouté de A à Z. J'espère que vous avez passé un bon moment, les filles. Et pour toutes celles qui sont encore avec nous, je vous invite à cliquer sur networking et on se retrouve en chat roulette. Moi, il reste 5 minutes. Après, je dois rejoindre Bien sûr, ta vie. mes associés. D'accord. Merci Guillaume. Laisse-nous ton email dans le chat. Partage et on repartagera les offres les posts qui sont ouverts chez toi. Et merci pour ton temps, merci pour ton partage. C'était archi intéressant. Merci à toutes les filles d'avoir été là. Pour les Goldies et pour les non-Goldies, Gold Up démarre un nouveau bootcamp bientôt et on sera ravis de vous accueillir. Ça démarre le 22 février et ce sera 100% en ligne. On vous attend. Merci à toutes. Les filles, chat roulette, c'est parti, c'est maintenant. Gros bisous. Yes, go. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.